Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, on va parler McKinsey et élections présidentielles. Et pour ça, j'ai avec moi Nina et Johan qui sont de la chaîne Canard Réfractaire. Mais avant de commencer, comme d'habitude, je vais répondre à la question que Élise m'a posée dans les commentaires. Élise et moi me parlent de la campagne présidentielle et elle me demande si je crois au sondage. Non, Élise, il y a une étude qui a prouvé que 72% des statistiques sont fausses. Vous-même, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Toujours avant de commencer, je veux juste vous signaler que les temps forts de cette vidéo seront sur ma chaîne secondaire, DME, sur des formats un peu plus courts qui sont plus faciles à partager. Ils le seront dès demain. Mais on peut démarrer maintenant donc avec Nina et Johan de la chaîne Canard Réfractaire. Et je vais vous demander, première question très simple, c'est qui êtes-vous tous les deux? Je suis Nina. C'est parfait. Je pense que c'est vraiment ça, le format de l'émission. Non, qui on est personnellement tous les deux, on est du coup on est le Canard Réfractaire et c'est un média qui a commencé avec les Gilets jaunes. C'est Johan qui l'a commencé avec une autre personne qui s'appelle Myriam, qui fait plus partie de l'asso aujourd'hui. Et nous on s'est rencontrés il y a 3 4 ans maintenant. Et on s'est retrouvés du coup en septembre dernier, là où j'ai commencé à travailler pour le Canard. Voilà. D'accord. Et quel est l'objectif de la chaîne en fait? Vous l'avez faite dans quel but cette chaîne? Donc la chaîne, elle est faite pour parler d'actualité, de politique. On s'intéresse au sujet de la démocratie, aux sujets sociaux et on essaye aussi de faire un peu de vulgarisation. Enfin, on apprend par nous-mêmes sur les sujets qu'on traite. Et donc, du coup, en essayant de rendre accessible tout ça aux autres. Voilà. D'accord. On a pas mal Et- de... Oui, c'est au niveau international aussi, on fait Mm. pas mal de trucs là-dessus. Et comment dire, on a un aspect, comment dire, une approche assez militante sur ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on ne prétend pas, comme certaines chaînes ou certains journalistes ou certains journaux, à être parfaitement neutres et dire la vérité et des trucs comme ça. C'est que, en gros, on essaye de transformer un peu le pays parce qu'on voit qu'il y a des injustices qui sont un peu nullos et que la vie pourrait être mieux ici et ailleurs. Du coup, notre objectif, c'est un peu de provoquer un peu des manifestations, des changements, des réflexions. Pas forcément, on n'a pas forcément genre une opinion qu'on veut balancer. On préfère que ce qu'on dit, ça permette de faire la réflexion, quitte à être un peu caricatural, quitte à aller un peu dans le conflit. Mais c'est ça qui permet, je pense, d'un peu de réfléchir, de casser les codes. Et on essaye d'aller là où on nous attend pas forcément pour essayer de faire pousser la réflexion et casser un peu les vieux clivages à la con, tu sais, qui fait que bidule parle pas avec machin et que du coup on devient tous un peu débiles. Hmm. On aime bien un peu jouer avec ça. Mais alors, vous êtes vous deux, il y a d'autres personnes dans l'équipe de Ouais, Canard Réfractaire? on est plusieurs salariés. Donc, on a un monteur, on a aussi une chargée de prod. euh, et donc, on a aussi des bénévoles. Il n'y a que Johan qui est en temps plein, sinon c'est du temps partiel. Et donc, voilà, en fait, on est une association. Donc, on a le D'accord. bureau de l'association aussi qui participe un peu. Mais, Et on a deux contractuels, bientôt trois, qui travaillent aussi pour le Canard. mm. Donc, on a une graphiste, on a une personne qui fait des fiches pour les trucs internationaux parce que c'est une grosse cerveau. Et on a un nouveau monteur qui va arriver pour les TikTok, pour pouvoir aller sur d'autres plateformes. Mm. D'accord. Et du Ah coup, oui, voilà. c'est quand Ouais, même très gros. Ouais, Non, mais ouais. c'est vrai, j'avais vu qu'il y avait une certaine qualité dans les vidéos, que c'était bien fait, que c'était beau, donc je me disais qu'il y avait sûrement une équipe derrière, mais là, c'est un peu impressionnant. Mm. Et donc vous avez une chaîne qui est bon, assez clairement de gauche. Enfin, je pense que ça, c'est un secret pour personne si on a vu au moins une de vos vidéos. Euh, mais vous roulez plus particulièrement pour un parti, pour quelqu'un, où il n'y a pas de plus de politisation que être de gauche, entre guillemets. Ah, on réfléchit tellement pas avec les mêmes mots. Bah, en fait, je crois que de base, on a un peu cet esprit gilet jaune à la base quand même. C'est parti de ça. Le Canard, au début, c'était on couvre les manifestations des gilets jaunes, c'était un journal papier, tout ça. Et du coup, forcément, quand tu viens de là, la question de la gauche et de la droite, on s'en fout un peu, quoi.
parce qu'on voit surtout que sur les ronds-points, ça clivait et que ce qui était important, c'est de savoir qu'est-ce qu'on voulait. On voulait dégager Macron, on voulait le RIC, on voulait le machin. Et du coup, nous, on récupère un peu cette tradition, cette nouvelle tradition politique qui consiste à pas s'emmerder avec des définitions de la gauche et la droite, alors que tout le monde a une définition différente, alors que personne ne s'entend là-dessus. Ce qui fait que c'est un peu inutile de se référer à ça, mais plutôt sur les idées. Et là, sur les idées, c'est beaucoup plus clair, tu vois. Du coup, est-ce que Canard est de gauche ou pas? On s'en fout. On va pas être grossier, on s'en fout. La question, c'est de savoir, on est pour la démocratie, on est pour la socialisation un peu de l'économie, il y a un côté contestataire, tu vois, ça, c'est plus intéressant et plus précis que de penser la gauche ou la droite. Et après, sur le côté, on roule pour qui? Il y a des ambiguïtés là-dessus parce que, évidemment, on a une culture politique de gauche, tu vois. Quand même, on vient de là, les Gilets jaunes, mais aussi, par exemple, moi, j'étais France Insoumise et tout ça, la belle époque, 2017. Et du coup, il y a toujours un peu ces trucs-là, mais je crois que le truc, c'est plus qu'on soutient les mouvements qui permettent de mobiliser, qui permettent d'apporter des réflexions sur la table, tu vois. À un moment donné, la meilleure chose qu'on pouvait faire, c'était rejoindre les Gilets jaunes et faire de la politique là-dessus parce que c'était ça la force dominante à ce moment-là. Et du coup, à ce moment-là, on était Gilets jaunes, tu vois. Après, c'est sur le pass sanitaire où il y avait beaucoup eu de trucs. Après, c'est sur l'international où il y avait beaucoup eu de trucs. Et du coup, là, avec les élections qui arrivent, l'opportunité, ça va être clairement sur Mélenchon. Du coup, c'est ça qu'on va plutôt s'orienter vers là, quoi. Pas sur, faire une vidéo de il faut qu'on vote Mélenchon, machin, mais rejoindre un peu ce mouvement-là pour dire que bah, là, ce qu'il y a de mieux à faire le dimanche, c'est peut-être ça. Il y aura plein d'autres trucs à faire aussi. Et à l'avenir, il y aura plein d'autres trucs à faire. Et comme dans le passé, il y a eu plein d'autres trucs à faire. D'accord. Et donc, ok, donc il y a quand même une notion de gauche et de droite, puisque c'est quand même. Moi, ce qui m'avait rapproché de ça, c'est que je t'avais entendu dans une ou deux vidéos parler beaucoup de socialisme. Et c'est pour ça que j'avais eu ce découpage gauche-droite qui m'était apparu, quoi. Ouais. Mais C'est ok. ça, parce qu'on peut se mettre d'accord, tu vois, entre nous, là, tout de suite, là, en disant, bon, la gauche, c'est le socialisme et la droite, c'est plus le libéralisme, tu vois. Et c'est un peu une définition qui marche. Et du coup, moi, je serais d'accord pour qu'on utilise ça. Mais au bout d'un moment, quand tu fais une vidéo et que tu parles à 20 000, 30 000 personnes qui ont 20 000 ou 30 000 définitions différentes de la gauche et de la droite, là, ça devient confus pour rien, quoi. Oui, d'accord. C'est pas le problème du clivage gauche-droite et pas efficient, tu vois. On peut séparer en deux le truc, mais que vu que tu n'as plus d'institutions aujourd'hui, tu vois, tu n'as plus un grand parti socialiste ou un grand PCF qui va dire c'est ça la gauche, et que chacun a sa définition, et que chacun va sur Internet et regarde plein de trucs différents, ça fait que quand on s'attache à ça, en fait, on est plus incompréhensible et on s'attache plus à des symboles qu'à des idées de fond. Et quand on s'attache à des symboles, c'est pas très intéressant. Alors que c'est des idées de fond qui font bouger les choses, quoi. D'accord. Et est-ce qu'on n'a pas justement un problème actuellement avec les idées de fond je ne parle pas particulièrement de Mélenchon, hein, je parle de toute la panoplie. C'est-à-dire qu'on a actuellement, je ne dis pas du tout que Mélenchon n'a pas d'idée de fond, ce n'est pas du tout mon discours. Mais on voit que, grosso modo, justement, pour les élections qui arrivent, vous avez ce qu'on appelle la droite, malgré tout, qui doit faire, je ne sais pas, à peu près 80% des voix, ou 70, enfin 70-80. Et puis, l'ancienne gauche, pour reparler du clivage, qui va faire quelque chose comme 20, 25, peut-être 30% des voix, quoi. Donc, c'est extrêmement faible par rapport à ce que ça a été. Et donc, ma question, c'est justement, est-ce qu'on n'a pas un problème à gauche sur les idées ou sur le message qu'on essaye de faire passer? Je dis on, mais je ne m'inclus pas du tout dans la gauche. Hein, moi, je suis libéral, donc je suis complètement. Mais est-ce qu'il n'y a pas justement un problème dans les idées, dans le message que l'on veut faire passer, qui ne passe plus, ou des choses qu'on a abandonnées qui font qu'aujourd'hui, justement, on est. La gauche se retrouve vraiment en difficulté pour porter son message. Déjà, je pense qu'il y a une partie de l'électorat de gauche un peu qui se retrouve beaucoup dans les abstentionnistes ou les gens qui votent blanc aussi, donc qui sont plus dans un refus en fait du système électoral, du jeu électoral comme il est. Donc il y a ça à prendre en compte aussi, je pense. Après, je sais pas ce que tu as comme analyse, toi, de. Comment dire? Je pense que faut séparer un peu les deux trucs. C'est que si tu
poses la question aux gens, tu vois, est-ce que vous êtes pour la retraite à 60 ans? Est-ce que vous êtes pour augmenter le SMIC? Est-ce que vous êtes pour réguler un peu les dividendes à la con, je sais pas. Là, tu vas avoir une immense majorité des gens qui vont dire, bah ouais, frérot, vas-y, retraite à 60 ans, qu'on va pas travailler jusqu'à 65, ça n'a aucun sens. Et ça, on pourrait dire, du coup, bah, les Françaises sont majoritairement de gauche, on va l'utiliser pour cette émission-là. Ouais. Et après, après, tu regardes forcément dans les sondages à la con, et là, tu te rends compte, comme tu dis, c'est genre 20%, et encore, on est gentil avec les 20%, quoi. Mm. Et du coup, on voit qu'il y a un décalage entre les idées et les incarnations. Et je pense que c'est plus un effet lié aux élections et aux candidats, plus que sur les idées ou sur ce que pensent vraiment les gens. Je pense que enfin, je dis ça un peu dans le ton de la provoque, mais tu vois, si le canard était au JT de 20h de TF1 tous les jours, je pense que la gauche, elle ferait 40%, tu vois. Parce que les problèmes des élections, c'est qu'elle est dépendante, c'est pas quelque chose qui tombe du ciel, tu vois, c'est dépendant d'un contexte médiatique pardon, qui gère totalement le planning politique, qui gère les débats, qui gère qu'est-ce qu'on met en avant, etc., etc. Et donc forcément, à ce jeu-là, on ne joue pas à domicile parce que les médias sont détenus par les milliardaires ou sont gérés par des gens qui sont nommés directement par le président, que tu as une bourgeoisie à Paris qui est en place et qui fait qu'ils ont tous à peu près les mêmes idées qu'importe les journaux, tu as les jeux des subventions qui fait que machin. Et que du coup, à mon avis, l'élection, c'est plutôt la conséquence de ce système-là. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu défaitistes ou qui sont dans l'abstention ou qui vont voter, tu sais, qui vont voter Macron parce que ça ferait barrage à l'extrême droite ou parce que c'est le moins pire, machin. Alors qu'en vrai, la question des valeurs ou des idées, elles sont plutôt dans le camp du social et compagnie, quoi. Et après, il y a eu aussi, je pense que il y a eu une espèce d'effondrement de la gauche, de ce que nous, on appellerait la gauche bourgeoise, le Parti socialiste, mes couilles et tout ça, qui ont totalement qui ont sapé le mouvement social, qui ont trahi au dernier degré avec les pires raclures qui sont allées dans les pires des ministères, tu sais. Et que du coup, il y a tout un truc qu'il a fallu reconstruire. C'est ça qui a mis un peu de temps. Et c'est ça aussi un peu l'héritage qui a été forgé avec tout ce qui est autour de la France insoumise, etc., qui était de dire, bah, la gauche, on s'en bat les couilles, on va mettre du coup en avant les programmes, les idées, machin, et on va se battre là-dessus. Et c'est là où on regagne du terrain. Ce qui est intéressant, c'est que la gauche qui fait aujourd'hui 15% et qui a fait il y a 5 ans 20%, qui est la gauche majoritaire au niveau des élections, c'est aussi une gauche qui est populiste et qui ne va pas forcément aller sur le clivage gauche-droite, dans le truc union des gauches, machin, machin. C'est quelque chose d'assez... c'est pas dans les jeux des partis ou des trucs comme ça. Ce qui montre bien que tu as plus, je pense, un dégoût profond, légitime et qu'il faut accentuer des partis politiques. Tu as le jeu des médias qui fait que c'est un peu la merde, et puis après, c'est la bataille militante, quoi. Vas-y, il faut convaincre que la retraite à 60 ans, c'est quand même mieux que la retraite à 65. Et puis après, on verra. D'accord. Et est-ce qu'on n'a pas... est-ce que là, pour vous, les élections présidentielles sont jouées? Est-ce qu'on est vraiment... est-ce que ça vaut la peine encore de réveiller les gens? Ou est-ce qu'on est sur des élections terminées depuis 2 mois? Tu as un truc un peu souterrain, je pense. Faut pas sous-estimer le côté souterrain de ce que pensent les gens, etc. Parce que nous, en fait, nous, c'est le grand nous, hein. C'est toi, moi, tout le monde, on n'a aucune visibilité en fait sur ce que pensent vraiment les gens, tu vois. Genre les gens, les Français, à quoi ils pensent, on n'en sait rien. Tout ce qu'on constate, c'est que tu as un espèce de cirque médiatique où tu n'as pas grand-chose d'intéressant qui se passe. Et que du coup, vu que nous, on ne s'intéresse pas trop à ce qui se passe à la télé, on dit que globalement, ça doit être pareil pour tout le monde et que tout est joué, machin, parce que les médias nous répètent que tout est joué depuis le début. Mais tu vois, plus ça va, plus le pouvoir, il fait quand même un peu de la merde. Bon, on en parlera peut-être après avec McKinsey et tout ça. Plus ils ont des propos ou des propositions qui vont dans le cas du social, dans le cas de l'écologie et compagnie, genre sur la retraite à 65 ans, tu vois, qui fait qu'aujourd'hui, bah, tu as beau faire tout ce que tu veux et dire tout ce que tu veux à la télé, tu proposes quand même la retraite à 65 ans et que l'immense majorité des gens se rendent bien compte qu'il y a une douille quelque part dans les trucs à 65 ans et que du coup, tu as beau forcer le truc, et ben, dans la réalité, quand tu es un travailleur, que tu es éboueur, que tu es dans des boîtes un peu pourries, que tu es né après 70, bah, tu te dis en fait, je vais me faire couillonner et je vais pas me laisser abattre par ça, quoi. Du coup, est-ce qu'il va pas y avoir une mobilisation au dernier moment sur la retraite à 60 ans, sur le SMIC, sur le machin, on n'en sait rien. Et les Gilets jaunes sont là pour rappeler que ceux qui disent que tout est prévisible, c'est juste des gens qui sont hyper confiants en eux. Il n'y a pas vraiment de raison d'être hyper confiant en soi.
vu l'histoire du pays, vu ce qu'on a vu. Donc ça s'est mobilisé pour les Gilets jaunes, ça peut se remobiliser pour d'autres trucs au niveau des élections. Et dans le doute, tu vois, il y a tellement de trucs à perdre. Enfin, de notre point de vue, peut-être pas du tien, mais de notre point de vue, il y a tellement de trucs à perdre de laisser Macron au pouvoir que dans le doute, tu vois, il faut y aller. Et même si on perd cette élection, tout le travail militant qu'on a fait, il sera utile comme le travail militant des Gilets jaunes a été utile, même s'il n'y a pas eu la démission de Macron. Parce que ça a politisé je sais pas, des millions de personnes peut-être dans ce pays-là. Et que ça, c'est un héritage politique, un héritage social qu'on a encore aujourd'hui. Et c'est cet héritage-là qu'on valorise encore une fois avec les élections présidentielles et qu'on va valoriser à chaque fois qu'il y a des scandales et qu'on va valoriser à chaque fois qu'il y a des mouvements sociaux. Donc même une défaite brute, tu vois, genre Gilets jaunes ou même une hypothétique défaite genre de Mélenchon, ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'a pas fait avancer le schmilblick, qu'il n'y a rien à gagner. Et que de toute façon, la vie est plus belle quand même quand on est ensemble et qu'on fait des trucs qui donnent du sens comme ça aussi. D'accord. Oui, ouais, tout à fait. J'ai vu une vidéo que vous avez faite sur le carnaval, c'était très sympa. Et ça Il y a... où tu es tombé amoureux, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc ouais, c'est un peu romancé, hein, mais c'était un peu romancé. Mais non, mais elle était très sympa, ouais, c'est certain. Et donc, tu parlais de l'affaire McKinsey. C'est quelque chose que vous avez travaillé, vous? Vous avez suivi un peu ce qui s'est passé? C'est quelque chose qui vous a marqué? Bah, on a suivi un peu. On n'a pas fait de vidéo en tant que telle sur le sujet. Là, on a une vidéo qui va sortir où on parle plus de l'affaire du Rothschild Gate et l'investigation investigation du coup. Donc, on n'a peut-être pas toutes les infos sur McKinsey, mais reste à dire que ouais, c'est assez. Ça reste choquant de voir que il y a du détournement d'argent public qui est rendu légal et surtout avec des boîtes qui copinent avec Macron depuis quand même des années, puisqu'ils ont participé aussi à sa campagne et qui se retrouvent aussi. Enfin, il y a pas mal de gens qui ont bossé pour McKinsey qui se retrouvent au gouvernement ou inversement, avec une boîte qui, on le sait, a des scandales quand même dans d'autres pays, hein, que ça soit, il y a eu des affaires de corruption en Afrique du Sud, la crise des opioïdes aux États-Unis, où ils ont quand même appuyé la vente d'antidouleurs hautement addictifs, qui a provoqué plus de 500 000 morts depuis des décennies, quoi. Et enfin, ça, avec 500 000 morts. des stratégies, c'est hyper cynique, quoi. Donc, que le gouvernement trouve pas ça, soit OK de bosser avec des cabinets comme ça. Et en plus, il me semble qu'ils ont demandé à bosser, qu'ils ont fait des contrats avec McKinsey au niveau au moment de la pandémie, sans même qu'il y ait de concurrence. Et ça, je crois que ça, c'est pas légal, quoi. Ils ont pris direct McKinsey pour s'occuper de ce cas-là, quoi. Enfin bref, du coup, il y a pas mal de choses à redire, quoi. Mais au final, c'est aussi un problème de. Enfin, eux, ils se légitiment en disant c'est légal, quoi. Collez-nous en procès, il n'y a rien d'illégal. Donc, c'est ça Ouais. aussi le problème pour nous, quoi. C'est que comment ça se fait que ça soit légal, quoi? Pourquoi on légitime ça? Oui. Non, 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 vas-y, si tu avais quelque chose à ajouter. Bah, je pense que c'est l'affaire McKinsey, c'est un peu une conséquence aussi d'un rapport de force qui se fait à l'intérieur de la société avec cette espèce de nouvelles finances, tu sais, qui sont les cabinets de conseil, qui sont les BlackRock, les gestions de fonds de pension, etc., qui arrivent puis avec les grandes banques d'affaires aussi, qui arrivent à faire vraiment à construire une corruption très très bien foutue parce qu'ils sont réellement partout ces gens-là dans toutes les entreprises et ils arrivent à placer leurs pions partout et c'est eux qui ont financé la campagne de Macron. Sur les WikiLeaks, il y a ça, hein. On peut facilement avoir accès aux donateurs, aux principaux donateurs. Et ce qu'on voit, c'est que c'est les gens qui sont de Boston. Il y a un autre groupe de cabinet d'affaires, Boston machin truc là. Boston Consulting Group. Voilà. Tous les mots anglais, aucune place dans ma tête. Tu as McKinsey, tu as tout ça qui influence ces trucs-là. Et du coup, c'est vraiment, on se rend compte qu'il y a vraiment cette partie de la finance-là qui a réussi à mettre la main sur énormément de parties de l'État, qui a réussi à mettre la main sur énormément de parties des médias, et que c'est précisément avec ces outils-là qu'ils arrivent à détourner de l'argent public, parce que c'est ça en réalité, parce que McKinsey, il ne donne aucun véritable conseil. Enfin, tout ce qu'ils ont fait, c'est un peu de l'AD. Ouais. Donc, il ne faut pas voir en mode, c'est un contrat qu'ils ont chopé. Non, c'est de l'argent qu'ils arrivent à détourner parce qu'ils ont investi. Vous aimez bien les investissements, vous?
Là, vous investissez dans le locatif ou je sais pas trop quoi, là. Ben, eux, ils investissent sur la campagne présidentielle. Tu vois, ils envoient des mails, machin, des framalistes ou je sais pas quoi, et tu as plein de gens de Rothschild, de machin, qui financent quelques dizaines de milliers, mais fois 100, fois 1000, pour faire en sorte que ce candidat-là, porté par ce milliardaire-là, avec les médias, arrive à être élu, et c'est à partir de là qu'ils arrivent Mm. à choper le pognon. Et quand ça les arrange, ils détournent aussi ce qui est illégal, puisque là, pour le coup, je crois que tu n'as pas le droit de financer pour plus de 2500 euros un candidat quand tu es une boîte privée, un truc comme ça, il me semble. Du coup, Ah. ils filent des conseils gratos et tout. Et puis, au final, bah, forcément, hein, Macron, c'est à McKinsey directement qu'il offre les contrats quand ils ont besoin de conseils, au gouvernement. Là. Alors que, on le sait aussi, Macron, il a coécrit un livre avec le gars qui est le président, directeur chargé des contrats à McKinsey, quoi. Enfin bref, c'est vraiment de la corruption. Tu as le fils de Fabius qui est là-dedans aussi. Oui. Enfin, on peut, je pense on peut faire vraiment un travail de détail de voir comment est-ce que la corruption s'organise, mais aussi on peut faire le constat un peu plus froid avec du recul il y a de la putain de corruption avec ces gens-là, il faut les dégager, c'est un problème constituant aussi, dans le sens où on n'a pas les moyens légaux de se débarrasser de la corruption et qu'on est dans un système que les bourges appellent la démocratie libérale, qui consiste en fait à avoir un faux système représentatif qu'on peut corrompre très facilement avec du pognon et se contenter de ça pour faire leurs affaires. Du coup, là, on peut se scandaliser encore et encore sur tous les scandales qui sont venus, tu vois. Et sauf que là, c'est le 351e scandale de Macron depuis le début de l'année. Et du coup, je pense que la vraie question qu'il faut se poser, c'est putain, si notre constitution n'est pas capable de nous protéger de cet arrêt-là, c'est que c'est pas une constitution démocratique et qu'il faut réécrire ce bordel-là. Ouais. Vrai problème avec un pouvoir exécutif qui se croit au-dessus de la loi, de la justice. Ouais, et puis tu as tout un problème de régulation de l'économie aussi, parce que quand tu as autant d'avantages par rapport aux actionnaires, où tu laisses autant les dividendes se faire, les entreprises être détruites comme ça crée de fait un rapport de force où tu as énormément de gens qui ont énormément de pognon, et c'est avec ça qu'ils arrivent à tout racheter, quoi. Il ne devrait pas y avoir de monopole privé à ce point, tu ne devrais pas permettre à des milliardaires de pouvoir racheter des médias, etc., etc. Donc c'est une question sur l'élection, mais c'est une question aussi économique de savoir, à un moment donné, l'argent, c'est du pouvoir, et si tu ne régules pas cet argent-là, cette capacité d'accumuler énormément de pognon, bah en fait, tu niques la démocratie. C'est pas compatible les deux. C'est pas compatible. Après, il y a des questions très fiscales de savoir où est-ce qu'on met les limites, comment on fait le truc progressif, etc., etc. C'est du détail. Mais il faut techniquement empêcher ce truc-là parce que sinon, c'est pas nous qui gouvernons, quoi. Et tant que ce n'est pas nous qui gouvernons, c'est pas nous qui allons imposer nos intérêts. D'ailleurs, ils ne payent pas d'impôts aussi à Skip McKinsey, c'est ça, en France. Ils ne payent pas d'impôts. Oui. Oh. Mais même ça, c'est un problème. Enfin, c'est un problème genre, oui, c'est pas bien qu'ils fassent ça, oui, mais on sait très bien qu'ils font pas ça, quoi. Enfin, je veux dire, quelle grosse entreprise privée paye les impôts qu'elle doit à la France, quoi? Quelle grosse entreprise privée fait ça? Optimisation fiscale. C'est 80 milliards par an qu'on se fait plumer de. T'imagines 80 milliards? 80 milliards, les retraites, c'est un trou de 15 milliards dans le plus optimiste, enfin le plus pessimiste des scénarios. Donc, non, milliards. Retraite. 15 milliards au niveau des retraites. Donc ça veut dire que rien qu'avec cette putain d'évasion fiscale, on arriverait à remplir 4 fois le trou des retraites et passer, je sais pas moi, à 55 ans, tu vois, la retraite. Et puis, enfin, c'est toujours un peu le problème, tu vois, des médias ou même des médias un peu de gauche sur YouTube parce qu'on sent, nous aussi, qu'il y a ce truc-là, tu vois. Genre, on saute sur l'actualité, les scandales, en essayant de faire un peu toujours la même analyse politique sur chaque scandale, sans forcément avoir l'esprit large comme on pouvait avoir avec les Gilets jaunes. On disait, la question, c'est pas de savoir si Macron, l'ISF, mon cul, machin, c'est Macron dégage, on met le RIC. Et du coup, cette tradition-là, nous, on aime bien. Ouais, c'est qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qui décide de ce qu'on veut aujourd'hui et comment on fait pour qu'on puisse vraiment avoir le pouvoir de décider, en fait, pour les affaires Enfin, quoi. Puis surtout qu'il y a des putains d'enjeux, quoi. Le nombre de pauvres qu'il y a en France, sur le dérèglement climatique, bon, c'est pas très tendance en ce moment parce qu'il y a d'autres problèmes. Mais on va se le prendre dans la gueule, quoi qu'il arrive, tu vois. On va se le prendre dans la gueule. Tu as les problèmes impérialistes aussi qui font que ça pète un peu partout dans plein de pays du monde, etc. Donc il y a des vrais enjeux derrière cette question du pouvoir, de qui détient ce truc-là, parce qu'ils font quand même des saletés avec ça. Donc bah voilà, on essaye de s'intéresser à ça. D'accord. Oui, non, mais je suis assez d'accord pour dire qu'il n'y a pas de la représentativité est vraiment pas terrible en France et que finalement un président élu avec 20 ou 25% des voix au premier tour finit par avoir
le contrôle total sur absolument tout, puisque la Chambre des députés, il obtient immédiatement la majorité, donc finalement, il peut faire absolument tout ce qu'il veut, et que c'est un véritable souci. Et je suis assez d'accord aussi sur, pas tout ce que vous avez dit, mais une bonne partie des choses sur McKinsey. Je trouve aussi qu'il y a pas mal de choses surprenantes. Bon, le fait qu'ils ne payent aucun impôt en France, on aurait peut-être pu s'en apercevoir à temps, ou avant, je veux dire, parce que ça fait 10 ans qu'ils n'ont pas payé d'impôt sur les sociétés en France, a priori. Hein, je n'ai pas encore les chiffres, mais c'est ce que dit le Sénat, en tout cas. Donc, c'est vrai qu'avant de passer des contrats avec eux, l'État pourrait vérifier ça. Et puis, il est peut-être aussi possible de passer des contrats avec des cabinets français, 100% français, plutôt qu'avec des cabinets américains, parce qu'il doit y avoir des cabinets français de bon niveau, et qu'en passant des contrats avec l'État, ils prennent un niveau supérieur, et puis ils prennent aussi une belle carte de visite quand ils vont voir leurs clients en disant « nous, on travaille aussi avec l'État ». Enfin, voilà, ça leur donne un peu de billes après pour se développer. Donc, autant le faire avec des cabinets français, hein, je pense. Mais C'est ça, ce qui m'a surpris aussi. Ouais, mais la question, encore une fois, de pourquoi ils font pas ça avec les trucs français, c'est pas, c'est de la corruption, quoi. C'est genre, enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais c'est pas une question de savoir est-ce qu'ils vont faire un truc, pourquoi ils ont pas fait un truc avec les Français, les machins, les trucs. C'est que McKinsey a littéralement produit le candidat Macron qui lui a permis d'arriver au pouvoir et que c'est la même classe, enfin, c'est la même classe sociale, des putains de bourgeois pétés de thunes à Paris qui brunchent entre eux et qui sont bien entre eux, quoi. C'est ce problème-là, à la base, le truc, quoi. Non, mais de la corruption, je ne sais pas, mais du renvoi d'ascenseur, c'est certain. Oui. Oui, Le patron de McKinsey a aidé Macron pour se faire élire. Ils se connaissent depuis la commission Attali qui a eu lieu sous Nicolas Sarkozy. Donc, c'est évident qu'il y a eu du renvoi d'ascenseur. Bon, oui, la corruption, c'est différent parce que c'est de la corruption, quoi. ça demande des valises et tout. Bon, là-dessus. Ah là, il y a des valises, mais c'est de l'argent public, quoi. C'est déclaré. Mais bon. Et vous, alors, vous avez aussi regardé l'affaire de la banque d'affaires, là, Comment Rothschild, tu veux dire? Rothschild Gate, vous avez Ouais, regardé un petit peu? ouais, on s'en est intéressé un peu. Bah, on a regardé j'ai regardé le documentaire, l'enquête de Off Investigation. Et donc voilà, ça donne pas forcément de certitude, mais ça questionne encore une fois, hein, ça part de où est passé tout l'argent que Macron a gagné, alors qu'on sait qu'il a fait des énormes deals, notamment avec Nestlé, où il aurait gagné pas plus de 3 millions en 3 ans, alors qu'on dit que pour un deal à 15 milliards, ça serait au moins 5 à 10 millions. Enfin bref. Donc déjà, oula, Oui. ça devient dramatique. Déjà, ok. Déjà pas sûr qu'il ait déclaré tout l'argent. Et pour l'argent qu'il ait déclaré, bah, on sait même pas où il est. Donc il y a l'hypothèse qu'il y ait aussi Bercy qui ait donné la possibilité, comme elle l'a fait avec Lazare, de rémunérer ses salariés à l'étranger, normalement notamment dans les îles anglo-normandes, donc aurait fait de l'évasion fiscale, quoi. Parce que notamment Rothschild, il me semble qu'ils sont franco-britanniques, enfin bref. Donc voilà, il y a ces hypothèses-là, mais qui encore ramènent à la même question, c'est comment ça se fait qu'on n'ait pas un droit de regard, en fait, et qu'on n'ait pas qu'on sache pas quand je crois qu'il s'appelle Jean-Baptiste Rivoire, le journaliste qui a enquêté, qu'il appelle Bercy, on lui dit secret fiscal, quoi. Alors que c'est de l'argent qu'il est censé avoir gagné en France, quoi. Et que nous, on n'aurait pas le droit à ce secret fiscal. Oui, ça marche pas. Puis... La CAF, ça marche pas, ça, secret fiscal. Oui, c'est bizarre. Et pareil, quand il appelle l'Élysée, on refuse de lui répondre, quoi. Donc c'est pareil, il y a une vraie question de nous, on a beau vouloir dénoncer ou même enquêter, quoi. Au final, il fait ce qu'il veut de son argent, tu vois. Mais on a le droit de savoir ce qu'il fait avec son argent, comme nous, on est redevable de faire des choses légales. Enfin, bref. Oui, puis ce qui est un peu choquant, enfin moi, ce qui m'a choqué, après qu'il y ait des deals, des accords avec Bercy, bon, c'est étonnant, mais bon, allez, acceptons-le. Par contre, il fait une déclaration en tant que candidat à la présidentielle pour dire combien il a. Et il met pas ces sommes-là, et il met 500 000 euros, ou je ne sais plus, une somme qui est ridicule par rapport aux sommes qu'il a gagnées, même
même avoué, c'est-à-dire qu'il racontait avoir gagné 3 millions d'euros, je crois, sur l'ensemble de la période où il a bossé chez Rothschild. Et quand il fait sa première déclaration pour devenir ministre des Finances, il déclare, je crois, 240 000 euros ou quelque chose comme ça. Il n'y avait que Poutou qui gagnait moins que lui, quoi. Nathalie et Nathalie Hart. Et en fait, ça veut dire qu'il aurait dépensé l'équivalent d'un SMIC par jour sur toute la période. Bon, on n'est pas non plus idiot, quoi. Donc on sait bien que c'est pas vrai. Donc cet argent, il est quelque chose, il est peut-être au nom de madame, il est peut-être, je veux dire, c'est peut-être parfaitement légal. Mais ce qui est choquant, c'est qu'il n'ose pas indiquer combien il a pour pas choquer son électorat et pour pas faire riche. Et je veux dire, si tu es riche, tu l'assumes. Pour moi, ça me pose pas de problème, mais assume. Tu le dis, tu assumes. Surtout quand tu es candidat à une fonction électorale. T'assumes, j'ai gagné tant, c'est légal. Jean-Luc Mélenchon, il assume son appartement, donc voilà, c'est légal, j'ai travaillé, j'ai gagné mon argent. Point. Par contre, que tu n'oses pas assumer les choses et que tu le fasses par derrière en mettant ton argent au nom de telle ou telle personne, ou etc., pour paraître le plus pauvre possible. Parce que si je suis un pauvre, je suis forcément quelqu'un de bien, alors qu'on connaît tous des pauvres qui sont des salauds. Hein. Y a pas, c'est pas un monopole du riche d'être un salaud. Donc voilà, il faut. Je suis désolé si j'ai brise un rêve de votre côté, mais brise un truc là. Mais voilà, il y a. Mais voilà, moi, ce qui m'a beaucoup choqué, c'est le fait qu'on n'arrive pas à le savoir. Qu'ils font une déclaration pour pouvoir se présenter à la présidence, que cette déclaration, tout le monde sache qu'elle est fausse. Il n'y a pas beaucoup de doutes, ou du moins très arrangé, et que derrière, il n'y a aucune conséquence, puisque personne ne va enquêter, ni personne ne va vérifier. Donc, ou ne peut vérifier, en fait, c'est ça. Parce que même quand il y a le truc, il pourrait y avoir une administration, tu vois, qui vérifie. La haute autorité à la transparence de la vie publique pourrait enquêter et dire non, ce que nous dit le candidat Macron, c'est du flan. On a enquêté, on vous dit pas les choses parce qu'on n'a pas besoin de connaître son numéro de compte, mais c'est du flan et grosso modo, on vous demande, candidat, de le refaire parce que vous nous racontez n'importe quoi. Et c'est ce même gars qui a été augmenté de plus de 50% juste avant la fin de l'élection présidentielle de 2017 aussi, et qui allait chercher des poux à Mélenchon et à machin pour des surfacturations un peu obscures. Et c'est pareil, ces gens-là, ils sont aussi dépendants du même pouvoir et tout. Donc, c'est ça qui est un peu, qui est choquant, c'est le côté. Ils nous font croire que tu as plein d'administrations indépendantes, que tu as des déclarations, que tu as des contrôles. Ils font croire qu'il y a tout un spectacle démocratique, machin, comme si on était une vraie démocratie, alors qu'au final, c'est toujours les mêmes qui décident et c'est toujours les mêmes qui doivent rendre des comptes, c'est-à-dire nous et jamais eux, quoi. Eux, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ils s'en foutent, ils savent très bien que de toute façon, c'est eux qui ont les manettes et qu'il leur arrivera rien de grave, quoi. Et puis en plus, moi, ce qui est chiant, c'est que comme tu disais, tout le monde savait que c'était le cas. Et il a fallu attendre 5 ans pour que tu aies un petit média obscur off investigation qui marche avec le financement participatif ou je sais pas quoi, là, qui essaye de faire une enquête dessus. Et qui peuvent même pas le faire parce qu'il n'y a pas le droit à l'information en France, quoi. C'est ça qui est fou. Mais qu'est-ce qu'ils foutent les autres journaleux, les autres journaux qui touchent des millions de subventions, qui ont des incroyables tours à Paris, tout ça? Qu'est-ce que font la putain de télé, quoi? Où ils sont les journalistes? Je pense qu'à la base, Jean-Baptiste Rivoire, il était chez Canal+. Il s'occupait justement des enquêtes d'investigation chez Canal+. Puis ils l'ont dégagé, quoi. Parce que Bolloré était derrière ça. Donc il y a une vraie critique de ce que deviennent les médias, ce qu'ils sont devenus depuis pas mal de temps déjà, mais ce qu'ils servent comme intérêt aussi, quoi. Et au final, voilà, pour être informé, au final, on doit aider des médias indépendants, mais qui peuvent même pas faire leur boulot correctement, quoi. Parce qu'on n'a pas les administrations et les institutions qui sont transparentes et, encore une fois, démocratiques. Et puis, en France, tu vois, c'est souvent c'est un chiffre vraiment au pifomètre, mais tu as 80% des investigations qui sont faites par Mediapart, quoi, en France. En vrai. Tu as un peu Le Monde, tu as un peu des petits médias anarchistes qui font des trucs des fois, machin, mais grosso merdo, c'est Mediapart qui fait ça.
qui est problématique, quoi, parce Mais que oui. du coup, tu n'as qu'un Mais oui. média. Et ça qui est un peu pervers dans le système, c'est que en, en, en niquant un peu comme ça la puissance médiatique, en fait, il coupe le problème à la racine parce que s'il n'y a pas de journalistes pour révéler les scandales, bah, il n'y a pas de, il y a pas de Il n'y a pas de révélation, il y a pas de scandale. scandale, et il n'y a pas de compte à rendre, tu vois. Ouais. Donc pourquoi est-ce que des milliardaires investiraient à perte de l'argent, autant d'argent dans des médias de merde comme ça? Et en plus, ils le disent, enfin, bon, il n'y a pas de souci là-dessus, tu vois. Et c'est là où on repense, peut-être, du coup, on revient sur un truc constituant de savoir comment est-ce que on peut croire que notre constitution est démocratique alors qu'elle ne protège pas notre droit de savoir au niveau de la constitution. Et nous, il y a une autre question, alors peut-être qu'on ne va pas aborder la question de Julian Assange et Wikileaks ou trucs comme ça, mais qui est un autre symbole aussi des outils qu'on avait à notre disposition pour connaître, par exemple, les crimes de guerre qui avaient été commis par les États-Unis, et que la France, l'Union européenne, qui se dit grande défenseuse de la liberté, et surtout depuis la guerre en Ukraine, ça c'est vraiment les grandes démocraties humanistes, l'Union européenne et machin, et qui laisse crever Julian Assange en prison en Angleterre depuis plus de 10 ans, alors que ce qu'il avait fait, c'était révéler 10 millions de documents authentiques sur différentes guerres, et y compris d'ailleurs au moins 1 million de documents au côté russe sur l'espionnage, etc., qui se faisait, tu vois. Et du coup, en fait, méthodiquement, à chaque fois, par différents moyens, que ce soit la censure, que ce soit l'autocensure, que ce soit le financement ou que ce soit la répression, le travail du système est de saboter les journalistes et notre droit de savoir pour mettre ras les pâquerettes, tu vois, ras les pâquerettes le débat. Et c'est ce qu'on voit à la télé. Le débat présidentiel à la télé, il ne vaut rien. Et c'est pour ça qu'on a un peu cette tête dépité, tu vois, est-ce que tout n'est pas déjà joué, puis il n'y a pas vraiment de débat, de machin, de trucs. Mais encore une fois, il y a 1 milliard de débats à avoir à la télé. Ouais. Mettez-nous au TF1 à 20h, vous allez voir qu'il y a énormément de débats et de réflexions à avoir. Et c'est une volonté systémique qui est de nous baiser un peu comme ça. Et c'est là-dessus où il faut imposer un rapport. Enfin, on constate ça, et donc il faut agir par rapport à ça, et il faut rentrer dans le rapport de force. Et c'est le travail qu'essaie de faire Canard, avec plus ou moins de subtilité. Oui, parce que j'ai vu justement l'une de vos dernières vidéos qui s'appelait Macron au fond du trou, je crois. Oui. Dans laquelle justement vous dites que finalement s'il n'y a pas de débat, s'il n'y a pas vraiment de programme, que finalement cette élection présidentielle passe comme une lettre à la poste, c'est, contrairement à ce qu'on peut penser, pas parce que Macron est fort, mais parce qu'il serait faible. Si j'ai bien compris la vidéo, hein, mais je pense que je ne me suis pas trompé. Hein. Donc, est-ce que vous pouvez développer un petit peu cette idée? Déjà, oui, c'est ce qu'on disait, quoi. C'est la question des débats desquels il se soustrait totalement, quoi, alors que c'est quand même ce qui permet d'avoir de la contradiction et qui nous permet à nous, citoyens, de nous faire un avis, quoi. Donc, si on n'a pas ça, déjà, on nous retire aussi la capacité de réfléchir et de faire des choix informés. Et puis, vas-y. Puis, je pense qu'il y a un gros contraste. Ce qui est intéressant, c'est de voir la chose par contraste par rapport à 2017, tu vois. Genre Macron, en 2017, était le grand entrepreneur libéral qui affrontait tout le monde. Tu sais, qui affrontait Mediapart, tu vois. Qui allait sur Mediapart défendre son truc. Ouais, Bourdin et Plenel et tout ça. Il y avait un côté un peu combattant. Je fais campagne, je fais plein de meetings. Parfois, je suis ridicule et machin, mais j'assume et j'y vais à fond. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait, Macron? Il fait 2 émissions télé, il essaye de remplir l'Accor Arena, machin, il fait que 30 000 sur le seul meeting qu'il a, tu vois. Et pourtant, les bus et tout étaient gratuits, hein, mais il fait que 30 000, alors que les autres, même Zemmour ou Mélenchon, ils font 100 000 plus facile à Paris, tu vois. Ouais. Et donc, c'est bizarre quand même qu'un type qui se prétend, et qui est sans doute à un 30%, un truc comme ça, n'ose pas aller à la confrontation, n'ose pas débattre avec qui que ce soit. C'est bizarre, quoi. Pourquoi est-ce que s'il était vraiment si fort que ça, il n'aurait pas peur de défendre son bilan face à un Mélenchon, face à un Zemmour, face à un Le Pen ou un truc comme ça? Il n'aurait pas peur de ça. Aujourd'hui, il fait tout pour que ce soit les autres qui fassent campagne à sa place. Donc, il essaie de faire des réunions publiques avec tous ces lieutenants, là, avec Véran ou avec Ferrand, pardon, le gars de l'Assemblée, là. Et évidemment, personne ne vient à ces trucs-là. Ça ne marche pas parce que tout le monde s'en bat les couilles. Il essaie de faire des émissions de télé, c'est un peu naze et c'est tout. Il fait le strict minimum et il fait des discours sur l'Ukraine, machin, tout ça, parce que c'est pas décompté du temps de parole et que comme ça, il peut faire des belles photos avec lui, avec les drapeaux, quoi.
Il y a... Ouais, puis ça fait un peu chef de guerre, comme ça. Ouais, C'est ça. Bah, c'est facile, hein. il se Tout cache le monde derrière ça. rassemblé derrière le chef, quoi. Ouais. C'est un peu. Ouais, finalement, il se cache derrière ça à chaque opportunité. Et ça me fait penser à un extrait qui apparaît dans le reportage de Off Investigation, justement, où il y a un peu le gars qui chapeautait Macron quand il était chez Rothschild, donc un gars qui travaille chez Rothschild, et qui parle un peu de la... Enfin, on lui demande qu'est-ce que vous pensez que son expérience en tant que banquier d'affaires lui apportera pour le pouvoir, quoi. Et en fait, il le dit lui-même et il le dit très bien, c'est que ils apprennent des techniques de manipulation, quoi. Il le dit comme ça, enfin, honnêtement Ah oui. pour une fois. Et en fait, c'est ça aussi, c'est que il est, enfin, tout est calculé. Il a un discours qui est fait que pour manipuler. On le voit encore parce que bah, il réutilise des formules du NPA carrément, où il va dire que la vie vaut mieux que le profit. Enfin, il a dit ça à son meeting concernant les EHPAD. Ouais. Alors que c'est pas du tout ce qu'il pense, et que en fait du coup il est vraiment enfermé dans cette manipulation là qu'il a, dans ce discours là qu'il a, et que s'il se retrouvait face à quelqu'un et qu'il devait avoir une conversation honnête, bah il saurait pas quoi dire en fait, parce que c'est pas honnête ce qu'il défend. Il ne défend rien, quoi. Enfin, il défend pas ses idées à lui, en fait. Donc, voilà. Puis il y a un côté, comment dire, nous on voit souvent, c'est là où je vais reprendre un peu une explication, je vais refaire la même explication que tout à l'heure sur un truc, reprendre un peu différent, mais en fait on constate dans les médias beaucoup l'action, tu vois. Genre l'action de Macron qui reprend telle formule, Macron qui fait un meeting, qui propose de travailler en échange du RSA, tu vois, ou la retraite à 65 ans. Et du coup, on constate ça et on a l'impression que c'est ça le jeu politique. Mais en réalité, à chaque action, tu as une réaction. Et quand tu as Macron qui est obligé de se radicaliser un peu dans son côté ultra-libéral à la con, enfin même destructeur au niveau économique sur la retraite, par exemple, je reprends cet exemple-là, Et ça piquer les trucs de Pécresse. pique les... Pauvre Pécresse, quoi. Pauvre Pécresse. Pauvre Pécresse. Et du coup, en fait, le fait qu'ils prennent position sur la retraite à 65 ans, ça produit une réaction. Et cette réaction, c'est mes frérots, arrêtent avec tes conneries. Et la réaction, c'est Mélenchon qui grimpe aussi en flèche. Et sauf qu'il est piégé dans ces contradictions-là, Macron. Parce qu'il ne va pas assumer la retraite à 60 ans, tu vois, pas avec tout ce qu'il a fait et pas avec les comptes qu'il a à rendre derrière lui, avec les gens qui le soutiennent, tu vois. Et du coup, l'ensemble de ces contradictions-là, ça affaiblit aussi le pouvoir. Sauf qu'on ne constate pas trop ça dans les actions qu'on voit, le système médiatique. Et c'est là où nous, on doit appuyer sur les contradictions qui sont vraiment existantes. Et ce qu'on dit dans la vidéo, c'est que c'est pas parce que quelqu'un est confiant qu'il est fort. Tu vois. Macron, il est ultra confiant. Oui, est-ce qu'il est fort? C'est pas sûr. C'est pas sûr de ça. Et il faut appuyer sur les contradictions pour essayer de gratter tout ce qui est possible de gratter, quoi. D'accord. Parce que oui. Non, vas-y, continue. Non, parce que non, mais je me répète à tout à l'heure, mais c'est qu'il y a des enjeux derrière ça. C'est pas que le plaisir de défoncer Macron, quoi. Même si il est vrai, nous prenons un certain plaisir à le faire parce qu'on commence à s'habituer à s'attacher au personnage, tu vois. Mais derrière, il y a vraiment des millions de personnes qui tombent dans la misère. Réellement, tu vois, avec l'augmentation du prix de l'essence, etc., c'est violent, quoi. Et au niveau des vies, c'est violent. Ce qu'on disait sur la vidéo Carnaval, là, c'est que pour nous, la politique, c'est censé empêcher que la misère vienne faucher des amitiés ou des amours, tu vois. Alors, c'est un peu gauche gnangnan de dire ça, ouais. Mais il y a quand même un truc de. Il y a, il y a des vies qui sont engagées dans ces décisions politiques. C'est pas juste on essaye de battre Macron parce que machin, parce qu'on est de gauche, qu'on est fier de notre identité. Non, il y a des réalités qu'il faut essayer de ramener, quoi. Parce qu'il y a des gens qui sont dans la misère, parce qu'il y a des guerres qui se produisent à cause d'intérêts impérialistes de gueux, etc., etc. Et ça, il faut pas l'oublier, quoi. Oui, d'accord. Oui, que ça a une incidence, ça c'est sûr. Ouais. D'avoir Macron comme président, il y a une incidence sur beaucoup de choses. Moi, c'est plus le côté liberté où je trouve que les libertés individuelles sont très sacrifiées quand même, extrêmement sacrifiées. Ah oui. Mais enfin, on voit à beaucoup d'étages qu'il y a vraiment des incidences très très fortes de cette présidence. Donc, Mais là, c'est encore une contradiction, tu vois, parce qu'au début, Macron, en 2017, alors il était très écolo, je sais pas si tu te souviens, mais il était très écolo, Macron, en 2017. Ah oui. Et donc forcément, là, avec son bilan, il va pas défendre l'écologie, du coup, il a oublié ça. Il y avait un côté aussi authentiquement un peu libéral chez Macron, quand même. Il y avait le côté un peu jupitérien, machin, ok, mais il y avait quand même un truc authentiquement libéral qui fait que peut-être que des gens comme toi, vous aviez un espèce de
pas forcément voter pour lui, mais une espèce de sympathie par rapport à ça. Et qu'aujourd'hui, vu qu'il est rentré dans des contradictions qui fait qu'à un moment donné, il fallait choisir entre faire plaisir aux riches et faire plaisir aux gilets jaunes et qu'il a matraqué les gilets jaunes et qu'il a filé l'ISF aux riches, tu vois, ça fait qu'aujourd'hui, il est dans cette contradiction, encore une fois, qu'il se présente comme libéral alors que c'est un autoritaire. Et que du coup, Tout à fait. des gens comme toi qui a plus de sensibilité libérale, vous n'allez pas vous faire duper de la même façon que la dernière fois. Et là aussi, c'est une concession qu'il fait, c'est une contradiction qu'il a, qui fait que bah moi, je suis pas sûr qu'il va passer de la même façon aussi facilement et que ce nouveau discours pour la liberté qu'on a aujourd'hui, qui est à nouveau contestataire, alors qu'avant, le discours de la liberté, il était plutôt chez les libéraux économiques, chez Macron, etc. C'est plutôt bien parce Ouais. que parler des libertés, c'est quand même sympa. Et ça Oui, montre oui, pas oui, aussi, tu oui. vois, que la prédominance des règles économiques sur les règles sociales, c'est que tu peux pas dérégulariser à ce point l'économie et à faire autant de riches et à renverser totalement le rapport de force, sans pour autant avoir de l'autre côté la police qui fait le taf pour matraquer les gens, etc., pour éviter que ça, enfin, pour faire perdurer ces injustices-là. Oui, c'est ça. Qui contiennent, quoi. Du coup, c'est pour ça, je sais pas, bon, là, du coup, on a un libéral économique et autoritaire liberté. Moi, je te propose un peu plus de socialisme économique pour beaucoup de liberté individuelle. Ça passe aussi. Non, et moi, la liberté individuelle, c'est vrai que pour moi, c'est quelque chose de super important. C'est vrai que Macron, comme tu l'as dit au début, semblait un petit peu. J'ai pas voté Macron, mais il semblait libéral. Il semblait vraiment aller dans ce sens-là. Donc ça me séduisait. Et c'est vrai qu'on a eu un autoritaire du début à la fin. Bon, tout de même, en France, on a plutôt des autoritaires depuis que je suis né. Donc ça commence à faire pas mal d'années. On a des autoritaires étatistes depuis très très longtemps. Hein. Donc voilà. Mais là, ça a vraiment été très très loin, je trouve. OK. Alors, vous allez probablement voter dimanche. Euh, Moi, honnêtement, je ne sais pas encore si je vais voter. Je suis très, très dubitatif. Mais du coup, vous diriez quoi, vous, pour convaincre des gens qui nous écoutent, là, qui écoutent la chaîne? Pourquoi est-ce qu'il faut qu'ils aillent voter? Qu'est-ce que vous pourriez faire pour les convaincre? Bah, qu'est-ce que ça vous coûte, quoi? Qu'est-ce que ça vous coûte? Et c'est quoi? C'est 10 minutes, 15 minutes? Même pas. Et c'est c'est une opportunité là qu'on a, mais de faire politique, même s'il y en a plein d'autres. Et pour les gens qui... Enfin, pour les gens qui habituellement euh, s'abstiennent ou votent blanc, moi je dis pour une fois, on a un candidat qui propose de reconnaître le vote blanc et qui propose de reconnaître l'abstention et, et d'en Excuse-moi, assumer les... c'est quel candidat? C'est Mélenchon. D'accord. Mais d'ailleurs, il n'est pas le seul, hein. Mais moi, personnellement, j'estime que c'est peut-être celui qui a le plus de chances de passer au second tour, quoi, parmi ceux qui proposent ça. Et, et en fait, c'est le seul qui propose avec son équipe de repenser un peu les règles du jeu. Et du coup, bah, au pire, si Mélenchon était élu et qui remplit pas toutes ses promesses, bah, au pire, enfin, ça continue, quoi. La lutte continue et on continue de faire le travail à côté, quoi. Et ça nous empêchera pas de. Enfin, et au mieux, quoi, il remplit un peu ses promesses et ses propositions. Et dans ce cas-là, bah, tant mieux pour nous, ça nous facilite un peu la tâche. Et ça n'empêche pas qu'à côté, on sera d'autant plus exigeant. Voilà. Donc après, voilà, c'est. Qu'est-ce que tu as à dire, toi? Bah, ouais, après, non, on va ajuster par rapport au public, mais parce que tu vois, je sais pas si toi, il y a 5. Là, j'ai l'impression que tu as quand même une petite vibe contestataire par rapport au pouvoir qui est en place, tu vois. Tu captes Ouais, qu'il y a des ouais, trucs ouais. qui merdent, tu vois. Et c'était peut-être pas le cas il y a 5 ans ou le cas il y a 10 ans, et qu'il y a une vraie politisation qui s'est faite dans tous les sens, j'ai l'impression. Tu vois, c'est pas que la gauche radicale de Mélenchon, de machin, c'est tout le monde qui a pris, avec les Gilets jaunes notamment, qui a d'un coup qui s'est dit, putain, la politisation, c'est important, il y a des enjeux derrière ça et on va s'intéresser à ça. Et c'est ce qui a permis Internet, hein, parce que du coup, tu as plein de gens, toi, nous, plein de gens différents, qui ont un discours différent et qui l'ont sur YouTube, sans passer par des milliardaires ou je ne sais quoi à la télé. Et du coup, ça fait qu'on a tout ce truc-là on a des trucs à défendre, tu vois.
Et il est possible qu'il y a des trucs sur lesquels on ne soit pas forcément d'accord, mais je pense qu'il y a pas mal de trucs sur lesquels on est d'accord. Mais tu vois, je pourrais te dire tous les trucs où on est d'accord pour essayer de convaincre, mais à mon avis, le truc le plus intéressant, c'est de dire que vu qu'on est tous un petit peu des militants, d'une certaine façon, tu vois, alors pas forcément dans les partis, etc., mais faire une chaîne YouTube comme tu fais, enfin, pour moi, c'est de la militance, d'une certaine façon. Si on veut que ça aboutisse un jour à quelque chose et qu'on soit pas juste des connards qui répétons les mêmes trucs et qui devions un peu névrosés, tu vois, misanthropes comme les vieux militants gauchistes, je sais pas si tu vois ça, tu vois. Les mecs, ils sont attachés à leur slogan, à leur pancarte, à leurs vieilles revendications et qui aboutissent à rien et qui se sont habitués à la défaite, tu vois. Ils se sont habitués à la défaite et c'est qu'ils ont oublié toutes les conséquences qu'ils pouvaient avoir derrière. Bah, je crois que ça, c'est quelque chose qui nous pend au nez à tous. On aime bien contester, mais je crois qu'à un moment donné, il faut avoir un peu le goût de la victoire aussi là-dedans. Et ce qui est intéressant, en tout cas, chez Mélenchon, moi, le seul truc qui me convainc, s'il n'y avait que ça me convaincrait, c'est le délire de la 6e République. Parce qu'à partir de ce moment-là, notre militant, c'est pas juste râler comme des cons sur YouTube, c'est on va avoir des outils qui vont nous permettre de faire voter des lois. Et du coup, nous, on ne sera pas là à râler sur McKinsey, on sera là à essayer de convaincre les gens qu'il faut un référendum sur je sais pas, pour empêcher qu'il y ait des cabinets privés états-uniens ou pour faire en sorte qu'ils soient obligés de payer des impôts, tu vois. Moi, je rêverais qu'on fasse des vidéos ensemble où on dit il faut ce référendum-là, on va militer pour choper des signatures. Et on va pas finir cynique comme des vieux cons et qu'on va quand même aboutir à des choses intéressantes. Et ça marche pour McKinsey, mais ça marche pour énormément d'autres trucs. Oui, là, ça créerait du débat, quoi, véritablement. Et on pourrait tous en faire partie, quoi. Et peu importe nos affinités politiques, quoi. On devrait parler entre nous et décider de ce qu'on pense le mieux pour nous, quoi. Et donc, ce qu'on n'a pas, quoi, quand même. Ouais. Il y a un truc, je sais pas, toi, tu as connu ce 2005, tu vois, la Constitution européenne. Oui. Alors, c'était un des pires des trucs, tu vois, c'était un texte pas compréhensible sur des enjeux compliqués, machin. Et le fait de demander aux gens par référendum, ça a créé, à ce qui paraît, ça a créé un vrai débat, plein de gens en discutaient, etc., etc. Et en fait, ce qui est bien avec la démocratie, c'est que ça vitalise à fond les gens, quoi. Parce que enfin, la discussion politique, c'est pas réservé à des faux intellectuels un peu nuls qui manipulent les concepts, etc., et qui en font des vidéos. C'est vraiment concrètement tout le monde qui peut le faire, qui a la responsabilité de le faire, et du coup, ça discute de ça. Et du coup, on va pouvoir parler de manière un peu plus sereine, un peu plus. Parce que on peut faire un peu une critique gauche-droite, machin. C'est que nous, par exemple, en tant que personne de gauche, acceptons ça. On va avoir tendance à pas vouloir écouter des gens de droite, à pas vouloir débattre avec eux, à pas vouloir se mélanger avec eux. Parce que, sous-entendu, l'enjeu de la politique, c'est pas forcément de faire changer les choses parce qu'on n'y arrive pas vraiment, mais c'est plutôt créer une culture alternative, plutôt créer des convictions, des opinions, et pas forcément changer les choses. Ouais. Par contre, en démocratie, l'important, c'est pas l'opinion, c'est de faire changer les choses. Et que du coup, là, on va beaucoup plus se discuter entre nous, comme on a discuté entre nous avec les Gilets jaunes, au moment précis où on pensait qu'on pouvait prendre le pouvoir. C'est pas parce qu'on était ensemble dans un rond-point qu'on parlait tous ensemble. C'est parce qu'on pensait qu'il y avait un véritable rapport de force qui faisait qu'on avait cette responsabilité-là. Ouais. Du coup, ouais, mais tu vois, dans les deux cas que tu as cités, que ce soit le référendum de 2005 ou les Gilets jaunes, ça n'a abouti à rien. C'est-à-dire que le référendum, le peuple a voté non, et puis il a eu oui. Et les Gilets jaunes, il a manifesté, etc. Bon, parfois violemment, hélas, mais il a manifesté. Résultat, peanuts, rien du tout. Je ne suis pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord avec toi. Ah bon ? Regarde, 2005, il y a eu un référendum, donc les gens, ils ont voté non à 55%, et puis après, on s'est fait entuber par Sarkozy et Hollande au Congrès là, en 2008, et c'était Lisbonne. Enfin, 2007, ils ont voté ça. Mais en fait, en 2005, il y a des intellectuels qui sont apparus. Tu as genre Étienne Chouard qui est apparu en 2005 et qui ne serait pas apparu sans cette constituante-là. Pourquoi est-ce qu'il est apparu ? Parce qu'il a fait des notes de blog et qui a fait qu'il y a plein de gens qui l'ont suivi. Et après, ce type-là, il a profondément changé l'histoire politique du pays, que ce soit avec ses aventures YouTube 2010, 2011, 2012, ou que ce soit avec les Gilets jaunes après. Là, en 2005, il y a eu un front qui s'est fait de non, tu vois, qu'il y a eu une espèce de gauche antilibérale qui s'est mise en place. Et cette gauche antilibérale-là, après, elle s'est constituée avec le parti de gauche. Et le parti de gauche, qu'est-ce que ça a donné en 2017 Ça a donné la France insoumise et qui aujourd'hui est une des solutions qu'on a pour essayer de virer le truc. Et pareil pour les Gilets jaunes que je te disais tout à l'heure. Oui, il n'y a pas eu de... Macron n'est pas parti du pouvoir, tu vois. Mais il y a eu la politisation de millions de personnes qui fait qu'aujourd'hui, on se parle ici entre nous parce que sinon, il n'y avait pas le canard, quoi. Et c'est pas négligeable. Hein.
Ouais, c'est pas négligeable. La culture que ça a créée et la politisation que ça a engendré, quoi. Et qu'aujourd'hui, on est plus fort. Aujourd'hui, on hérite des Gilets jaunes et on hérite de 2005. Là, j'ai pris quelques exemples, on pourrait développer, mais on hérite de tout ça qui fait qu'aujourd'hui, on est plus fort et qui fait que c'est pour ça il faut vraiment désacraliser le vote. Tu vois, c'est la continuité du mouvement social. C'est une étape parmi d'autres qui va peut-être nous permettre de pouvoir débloquer la situation. Et après, tu vois, ça prend 15 minutes et puis après, on passe à autre chose et on continue notre vie, tu vois. Tu rentres pas, tu votes pas comme tu rentres dans une église, tu vois. Surtout qu'aujourd'hui, il n'y a pas de parti, il n'y a rien du tout, personne ne te demande des comptes, quoi. Ouais, Du coup, ce serait bien, c'est pour ça que je te disais, on peut voir les mouvements sociaux comme une succession d'échecs, ou on peut le voir comme une évolution de la société qui peut aboutir un jour, et il faut espérer que ça aboutisse un jour. Et pourquoi pas là, quoi. Parce qu'en vrai, la question, c'est si ça passe pas là, c'est quoi les autres stratégies qu'on a en vrai, à part faire des vidéos à la con, à part essayer de faire manifester, se faire tabasser par des CRS, c'est quoi la stratégie? C'est quoi la capacité qu'on aurait de se libérer de ça? Là, on a l'occasion de le faire, on le fait, et puis après, moi, je préfère qu'on s'engueule dans la 6ème République, parce que ça va aboutir politiquement à quelque chose, et que c'est le produit de ce qu'on va réfléchir. Moi, ça me va, parce que ça va correspondre au pays, tu vois. Moi, je m'en fous de mes opinions, un peu. Je veux juste que le pays aille mieux, machin, machin, et si ça va dans cette direction plutôt que là, bah vas-y, si c'est ce qu'on a décidé, on y va, parce que c'est le pays, c'est la réalité. Et je préfère qu'on se batte là-dedans en 6ème République que qu'on devienne misanthrope et un peu nul et un peu chiant dans la 5ème. Un autre coin, là, ouais. Lutter contre le cynisme, bordel. Oui. Bon, on va finir sur cette grande phrase. Je la mettrai pas en dicton du jour, mais on pourrait presque. Non, j'ai prévu un autre dicton du jour spécialement pour vous, tiens. Ah oui, ça reflète parfaitement ce que vous avez dit. Le monde appartient à ceux qui ont des ouvriers qui se lèvent tôt. Je trouve que ça reflète parfaitement votre pensée, donc c'est très bien. Bon, en tout cas, merci Nina et Johan d'être venus et d'avoir fait cette interview. Je mets des liens vers les différentes vidéos dont on a pu parler, et puis il va être votre chaîne dans la description et puis aussi sur l'écran à différents endroits. Et puis, merci à ceux qui ont regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de la partager. Et puis, je vous dis à très bientôt.